Donc, je vais commencer là, par bon, un petit mot de rappel des choses générales comme on fait habituellement. Donc, comme on l'a fait ces 3 derniers jours, la plupart de ces choses-là ne seront pas nouvelles pour ceux et celles qui étaient avec nous jusqu'à présent. Alors, bon, il me fait plaisir évidemment de vous accueillir à cette table ronde, ce panel, ce grand panel, comme le disait François, hein, qui Oui, vont s'occuper. ça me tombe ses nerfs, ça. C'est le grand panel. Il n'y a aucune raison de dire grand panel, là. C'est pas parce qu'il y a des Français qui disent des mots en anglais qu'on devrait faire pareil, hein. Ben, alors, on va dire grand panel et ce ne sera Merci. pas plus compliqué que ça, mais ça me fait plaisir. Ça me fait d'autant plus plaisir que c'est la dernière activité de ces 3 jours de conférence. Donc, quelques rappels assez rapides là, que la plupart d'entre vous sauront certainement. Donc, cette séance est enregistrée. Ça comprend aussi les commentaires qui sont faits dans la section chat qui sont faits à tout le monde. Les messages qu'on entretient en mode privé ne le sont pas, bien entendu. À l'entrée dans la salle, les caméras et les micros sont désactivés. Puisque les caméras, vous pouvez les activer à tout moment. Bien entendu, c'est à votre convenance. Durant la séance, certaines informations peuvent être données dans le clavardage. Vous pouvez l'utiliser pour partager des informations pertinentes avec les collègues et amis et autres participants. La discussion d'aujourd'hui va durer plus ou moins 1 heure, là, selon les allers-retours qui auront lieu. En fait, le comité organisateur a voulu placer cet événement sous le signe d'un échange libre de points de vue qui soit expert, mais aussi accessible un peu à tout un chacun là, pour ouvrir de nouvelles perspectives sur des aspects qui auraient peut-être moins été traités depuis mercredi, faute de temps, entre autres, ou pour nous permettre ensemble de procéder à chaud à certains essais de synthèse ou à identifier des lignes de fuite là, vers où pourraient se poursuivre les réflexions dans le futur. Donc, on a en quelque sorte là, 4 grands thèmes ou enjeux qui pourraient être proposés sous la forme chaque fois là, d'une ou de plusieurs questions qui seront adressées à l'un ou à l'autre des participants. Rien de contraignant, mais à la manière de pistes lancées pour des échanges. Là, ce qu'on suggère, c'est d'environ 15 minutes chaque fois. Ça prendrait évidemment une forme plus organique là, que je ne laisse transparaître maintenant. En fin de parcours, on essaie de ménager un temps pour une discussion ouverte et informelle qui, elle, pourra se poursuivre là, disons, discussion de fin de journée où on pourra échanger de manière là, réellement plus informelle entre tous et toutes. Un peu comme la séance précédente avec M. Joly, on vous invite pardon, à rédiger des questions et à nous les transmettre par chat. Évidemment, si c'est à votre préférence, une fois que le moment sera venu, on vous invite aussi à utiliser le bouton « Lever la main » là, qui est devenu habituel pour poser vos questions. Vont donc participer à cette table ronde M. Pierre-Benoît Joly, qu'on vient d'entendre dans sa conférence. Si jamais quelqu'un vient de se joindre à nous, je prends quand même quelques mots pour le présenter très rapidement. Donc, je rappelle pour ceux et celles qui joindraient tout juste à nous qu'il est spécialiste d'études et des sciences et des techniques, pardon. Il est directeur de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Il a par ailleurs publié une dizaine d'ouvrages et plus de 100 articles. Il a enseigné à Sciences Po et à l'École des hautes études en sciences sociales. Il est finalement membre de l'Académie des technologies et de l'Académie d'agriculture. Il va échanger aujourd'hui avec Mme Catherine Baudry, qu'on voit ici, qui est près de la mer, elle aussi, je pense. Si on regarde son fond d'écran, elle est titulaire d'un doctorat en économie de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni. Elle est membre régulière du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Elle est professeure titulaire au département de mathématiques et de génie industriel de Polytechnique Montréal. Elle est professeure associée à l'École des sciences de gestion de l'UQAM et titulaire de la chaire de recherche du Canada en création, développement et commercialisation de l'innovation. Les travaux actuels portent sur la simulation de facteurs de décision, l'analyse théorique et empirique des facteurs d'innovation et de croissance d'entreprises de haute technologie. Monsieur le Dr. Luc Julia est aussi avec nous aujourd'hui. Donc, bienvenue, Monsieur Julia. Il est directeur scientifique chez Renault. Il a été directeur technique et vice-président pour l'innovation chez Samsung. Il a dirigé Siri chez Apple. Il a été directeur technique chez Hewlett-Packard et il a cofondé
plusieurs startups dans la Silicon Valley. Lorsqu'il poursuivait des études à SRI International, il a participé à la création de Nuance Communication, aujourd'hui un leader mondial dans le domaine de la reconnaissance vocale. Il est chevalier de la Légion d'honneur et membre de l'Académie nationale des technologies. Il est diplômé en mathématiques et en informatique de l'Université Pierre et Marie Curie à Paris et il a obtenu un doctorat en informatique à l'École nationale supérieure des télécommunications de Paris. Par ailleurs, l'auteur de l'intelligence artificielle n'existe pas. Il est auteur de dizaines de brevets, finalement reconnu comme l'un des 100 développeurs français les plus influents dans le monde numérique. Marie-Jean Meurthe est aussi avec nous aujourd'hui. Bonjour Marie-Jean. En plus d'avoir participé au comité organisateur du colloque, c'est pourquoi on le remercie. Par ailleurs, elle est membre régulière du CIRS aussi, professeure d'informatique à l'Université du Québec à Montréal. Ses travaux de recherche portent sur l'intelligence artificielle et notamment sur l'apprentissage automatique par le traitement du langage naturel et l'analyse des données massives. Elle est spécialiste de l'analyse de sentiments appliqués à la santé. Elle est également membre fondatrice d'Humania, groupe de recherche en sciences et humanités sur l'intelligence artificielle affilié. C'est un groupe donc affilié au site. Marie-Jean Meurthe est aussi directrice scientifique de Calcul Québec, le regroupement québécois d'infrastructures pour le calcul informatique de pointe, la gestion des données et de logiciels de recherche. Donc, pour animer la discussion, j'ai le très grand plaisir aussi de céder sans plus tarder la parole au professeur Yves Gingras, qui est avec nous, éminent chercheur et membre régulier du CIRS, qu'il a par ailleurs dirigé auparavant et dont il a accompagné l'évolution depuis de nombreuses années. M. Gingras est professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal et je lui cède la parole à l'instant. Merci beaucoup. Donc, j'ai pensé que pour cette séance de discussion, j'ai quelques questions qui vont peut-être, dont le but, c'est de stimuler et d'aller plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On verra si on peut le faire. Et je pense utile de débuter. Donc, ce que je vais penser, c'est que je vais débuter par une question par chaque intervenant. Et au fond, juste pour lancer la discussion, ça vous donnerait 5-7 minutes de réponse chacun. On pourra revenir ensemble. Parce que comme le thème, c'est les promesses technologiques, j'ai pensé que c'est bien de commencer par des acteurs. Bon, nous, on fait de la sociologie, on étudie le monde de la technologie, mais on a dans notre colloque aussi des praticiens. Donc, je pense que je vais commencer avec M. Luc Julia, parce que bon, lui, c'est un praticien, on vient de le dire, c'est quelqu'un qui travaille les mains dans le cambouis, qui produit des technologies. Le but d'une technologie, justement, c'est qu'elle soit diffusée et qu'elle soit utilisée par les individus, par les entreprises et ce genre de domaine-là. Donc, Luc, je vous demanderais, puis en plus, d'autant plus que vous avez une vision critique, ce qui est relativement rare quand vous écrivez un livre comme l'intelligence artificielle n'existe pas. Donc, la question que je vous propose, c'est de dire, est-ce que vous, comme entrepreneur, est-ce que vous pensez qu'on peut, dans le monde actuel, et étant donné que les gouvernements jouent un rôle très important pour stimuler aussi l'innovation, pour encourager la diffusion de technologies qu'on dit innovantes, est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible de mettre de l'avant une technologie nouvelle sans ces promesses qui sont toujours, on vient de le voir, souvent exagérées. Donc, est-ce qu'on peut vraiment inventer une technologie qui serait, comme mon ami Joly l'a appelé, là, je cherche le nouveau buzzword là, qui nous a mis de l'avant, là, des technologies de l'humilité? Ou est-ce que vous ne croyez pas que c'est inhérent à l'innovation que d'exagérer un peu? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que bonjour à tous d'abord, et je pense que la vérité, c'est qu'on exagère toujours, hein, d'accord? Donc, on voit ça et c'était le but même enfin, c'était la raison pour laquelle j'ai écrit ce bouquin. C'est parce que depuis 1956, quand on a inventé ou découvert l'intelligence artificielle, on a commencé par exagérer beaucoup. En disant qu'on allait pouvoir faire les mêmes choses que pouvait faire notre cerveau. Et donc, cette exagération, ça a permis de donner une sorte d'élan et de souffle à certaines personnes pour pouvoir faire des choses. Le truc, c'est qu'on est vite rentré dans ce qu'on appelle l'hiver de l'IA, parce que finalement, ces gens, les vrais gens pour qui finalement on crée ces innovations, se sont vite aperçus que c'était que du vent.
et que c'était pas vrai et que c'était pas possible. Et donc, c'est le danger d'en faire un peu trop. Hein. Pour moi, c'est le danger de Musk aujourd'hui, par exemple, hein, pour ne pas le nommer, où il nous présente il y a 15 jours un robot humanoïde qui est un danseur en lycra qui fait n'importe quoi. Donc, ça peut faire rêver quelques personnes pendant un petit peu de temps, mais si on ne délivre pas relativement rapidement, alors rapidement, ça peut être 1, 2, 5 ans, ça dépend exactement de comment on peut faire, on peut mettre des images pour donner aux vrais gens donc l'impression que ça peut arriver, mais au bout d'un moment, si ça n'arrive pas, ou si ça n'arrive pas dans la forme qu'on l'a décrite, qui va faire des choses absolument extraordinaires telles qu'on les a décrites, eh ben, les gens sont déçus et on rentre dans l'hiver de l'IA ou dans les déceptions avec ces technologies. Donc il faut faire excessivement attention de pas trop faire de films de Hollywood avec ces technologies parce que ça ne peut amener que la déception. Donc moi, je suis plutôt pour quelque chose de plus modeste qui va dire, au lieu de communiquer d'abord, bah, communiquons quand on commence à avoir un peu des choses qui sont faites et qui commencent à prendre forme, ou alors même communiquons seulement quand c'est sorti. Donc comme ça, au moins, là, l'effet wow, comme on dit, va être beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant, même pour la compagnie qui va sortir cette technologie. Évidemment, le danger de ça, c'est de dire, bah, si la technologie ne sort qu'après 2, 3 ans, 10 ans, après avoir touché à ce truc-là, avoir essayé, bah, il est possible que des compétiteurs, eux, bah, sortent quelque chose d'autre qui soit similaire, ou en parlent et fassent dégonfler le soufflet. Donc, voilà, c'est mon opinion et c'est ce que j'essaye de faire pour toucher, encore une fois, ce que j'appelle les vrais gens, ce qui pour moi est le plus important parce qu'à la fin, ces technologies, elles ne sont pas pour nous faire plaisir à nous, elles sont pour faire plaisir aux gens qui vont les utiliser. Ben, je vous remercie. Je demanderais maintenant à Marie-Jean Meur, parce que Marie-Jean, tu es prof d'informatique, tu enseignes, tu as des étudiants devant toi, tu enseignes ce qu'on appelle le IA, donc que Luc appelle l'intelligence, euh, j'ai oublié d'ailleurs, Augmenter. augmentée, et que moi j'appelle l'intelligence apparente. Dans le sens, ça a l'air intelligent, quand on gratte, c'est à peu près stupide. Et donc, Marie-Jean, je me dirais, est-ce que tu ne vois pas des effets pervers, justement, de cette sur promotion et ces promesses exagérées auprès justement des étudiants qui pourraient être déçus. Ils s'en vont là, hey, je vais aller en intelligence artificielle, puis là, toi, tu leur donnes des cours assez compliqués, techniques, où ils doivent apprendre à coder, à construire des choses, apprendre des maths et s'apercevoir que finalement, c'est pas mal compliqué faire danser un robot alors que est-ce qu'on se demande quelle est l'utilité qu'un robot danse devant nous? Donc, dans tes travaux, soit avec des clients, avec d'autres, est-ce que tu vois pas des effets pervers de la surenchère des technologies? Euh, oui, alors c'est sûr que des effets pervers, comme tu dis, des déceptions, etc., on en voit tous les jours. Je ne sais pas, pour les étudiants, je ne sais pas s'il n'y a quand même pas plus d'effets bénéfiques que d'effets pervers. C'est-à-dire que tu sais qu'on a longuement parlé de tout ça ensemble et je suis tout à fait critique par rapport à tous les sujets qu'on a abordés. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Pierre-Benoît Joly avec des termes que je me permettrai de reprendre en le citant. Euh, mais dans le cas particulier du recrutement des étudiants, c'est toujours agréable, quelle que soit la discipline, d'être à la mode. Parce que être à la mode, bah, ça veut dire avoir les projecteurs sur sa discipline et donc attirer plus de monde. Et donc, forcément, pour nous, en tant que personnes qui allons former des étudiants, bah, ça permet d'avoir plus de choix, des étudiants peut-être plus divers qui vont se tourner vers nos disciplines. Donc, je dirais que ça, à la limite, pour moi, c'est le point positif. Après, est-ce que des gens sont déçus? C'est sûr. C'est sûr qu'aujourd'hui, tous les étudiants qui viennent de près ou de loin dans les disciplines de l'informatique, du traitement des données, etc., ils veulent pouvoir écrire intelligence artificielle dans leur CV. Euh, D'ailleurs, ça fait sourire parce que je dirais que pour les CV que je vois moi, quand on me demande disons, des avis en milieu industriel, à peu près 80% des CV qui indiquent intelligence artificielle sont des gens qui ne comprennent pas exactement ce qu'ils font ou alors ont simplement utilisé des outils. C'est-à-dire que si moi, j'utilise, je ne sais pas moi, ma scie circulaire, est-ce que ça fait de moi une personne capable de se définir comme capable de faire une charpente? Non. Je peux découper des bouts de bois pour fabriquer des choses pour mon jardin, mais je ne suis pas capable de fabriquer une charpente pour ma maison. Donc, on est un peu dans ce paradigme-là. Après,
je vais finir avec ça, parce que je pense que ça répond juste à ta question. C'est bon, je te remercie. Maintenant, je demanderais à Catherine Baudry, parce que là, on passe du côté, ce qu'appellerait les analystes. Pierre Benoît vient de faire une conférence, donc on voit, il a analysé le système, etc. C'est le cas de Catherine aussi, mais du point de vue un peu de l'économie industrielle, si je peux dire, l'économie de l'innovation. Donc, je te demanderais, parce que toi, tu travailles sur ce qu'on appelle, entre autres, l'industrie 4.0. Donc, déjà, il me semble, le mot industrie 4.0, là, si on passe de 2.0 à 3.0, l'imaginaire derrière ça, c'est qu'on va de l'avant. L'industrie 4.0, moi, je t'avoue, bien humblement, je n'ai jamais compris c'est quoi cette affaire-là. Et donc, quand on est un sociologue de l'innovation ou une économiste de l'innovation, bien qu'on étudie ce phénomène-là, en l'appelant ou en reprenant le label de Industrie 4.0, est-ce qu'on ne contribue pas aussi à la diffusion de ces promesses que 4.0, c'est mieux que 3.0? Donc, le simple usage de termes par les analystes, est-ce que ce n'est pas une façon de collaborer avec les vendeurs de tapis 4.0, où c'est vraiment neutre comme concept pour les économistes de l'innovation, qu'on est supposé analyser les objets et ne pas tomber dans notre objet et devenir le porte-parole des industries? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, tu parles d'objets et puis je pense que l'industrie 4.0, c'est aussi l'Internet des objets, donc des objets connectés. Donc, on parle de différents types d'objets auxquels tu fais référence. Mais dans le fond, le terme industrie 4.0, bon, il est utilisé pour résumer les tendances technologiques organisationnelles qui sont liées au développement de la fabrication. C'est un terme qui a été inventé en Allemagne autour de 2010-2011 et qui visait à susciter d'intérêt pour le futur de l'industrie manufacturière, puis à maintenir un peu, d'une certaine façon, le leadership mondial de l'Allemagne. Et puis, au-delà des questions purement technologiques, il y avait aussi la volonté du pays d'aller examiner tout ce qui est processus participatif, collectif, multi-acteurs, puis l'expérimentation politique. Donc, on voyait ça déjà comme un tout. Puis même les Japonais parlent déjà de société 5.0. On n'embarquera peut-être pas là-dedans tout de suite. Mais bon, on aime compter les affaires comme dans les logiciels, la version 2.1.3 de tel logiciel. Donc, ça part dans le fond de cette, logique-là. Mais en termes purement technologiques, dans le fond, la fonction principale de l'industrie 4.0, c'est de surveiller puis de contrôler les machines, les équipements en temps réel, en mettant des capteurs un peu partout, en toutes les étapes de production d'un bien. Là. Mais l'idée derrière Industrie 4.0, c'est de faire peut-être un clin d'œil au fait qu'on serait au début d'une 4e révolution industrielle. Là. Puis bon, vous en avez peut-être parlé dans le colloque, mais là, les historiens ne sont pas d'accord avec ces révolutions-là. Ils n'appellent pas ça des révolutions. Bon, enfin, on pourrait débattre là-dessus, là, mais première révolution industrielle, c'est tout ce qui est mécanisation qui était mue par l'eau, la vapeur, qui était produite par en majeure partie des énergies fossiles. Là. Deuxième révolution industrielle a vu naître l'électricité, encore produite par différentes sources, mais surtout la production de masse, et puis l'utilisation d'une meilleure utilisation, enfin, la meilleure utilisation de l'espace au sein de l'usine, parce qu'avant, avec l'eau et la vapeur, on était pris près des sources d'énergie, alors qu'avec l'électricité, on a pu placer l'usine de façon intelligente. Troisième révolution industrielle, puis là, la question, est-ce qu'on est encore en troisième révolution industrielle ou qu'on s'en va plus vers la quatrième? Bien, la troisième, c'était l'électronique, les ordinateurs, un certain début d'automatisation. En fait, qu'on continue dans la quatrième révolution industrielle, mais ici, on est plutôt dans l'Internet des objets, numérisation complète. Donc, ce dont on parle aussi quand on parle d'industrie 4.0, c'est un peu l'idée de l'usine intelligente qui est basée sur la communication entre les objets en temps réel. Donc, évidemment, le terme intelligent n'est peut-être pas le bon terme. Là. On devrait plus parler d'autonomie ou de semi-autonomie, mais vous en avez certainement parlé, puis on va continuer de parler des discussions sur l'IA. Puis c'est un peu là où les deux termes s'alignent. Donc là, je vais arrêter parce que là, je pourrais embarquer sur la communication entre les différents objets puis expliquer ça, mais je vais m'arrêter ici pour l'instant. Je te remercie. Donc, je reviens à Pierre
Benoît, donc on a en tête de façon fraîche ton exposé d'avant. Donc moi, ma question que je te poserais, c'est un peu dans la lignée de ce que Éric Monpetit a posé comme question, et un peu aussi dans la lignée de ce que Luc a dit tantôt, c'est qu'il y a comme une nécessité, une obligation, il y a quasiment un déterminisme que si on n'exagère pas, on ne vendra pas notre nouvel objet, et que c'est une question d'essayer d'être équilibré dans cette affaire-là. Et comme Marie-Jean dit, ben, les gens vont venir, les étudiants sont stimulés par ces rêves-là, de ce puis comme tu le disais, sans futurologie, au fond, on n'aura pas de futur. Donc, on est pris avec un imaginaire. Et donc, l'invention, parce que je pense que c'est une invention, là, du label de technologie d'humilité, est-ce que justement, ce n'est pas une façon d'embarquer dans la fête, OK, comme on fait les technologies exagérées, nous, on va promouvoir des technologies de l'humilité pour équilibrer ça. Parce que ça me semble plus un concept performatif que, que analytique, que des acteurs disent, ben moi, mes technologies sont humbles, je peux le comprendre, mais des analystes, est-ce que technologie d'humanité, c'est un concept analytique ou au fond, c'est un discours d'activiste? Merci Yves pour tes questions toujours provocatrices. Donc, en fait, c'est un concept qui parle de moi, c'est un papier de Sheila Jasanoff, donc OK. un papier Technologies of Humility qui est paru dans Minerva. Alors, si je le reprends à ma sauce, oui, effectivement, c'est le type de concept qui est comment dire, alors performatif. Donc, c'est plus performatif qu'analytique. Tu as raison. C'est pas vraiment complètement politique, mais c'est effectivement pour essayer de montrer qu'on peut imaginer d'autres réalités et qu'il est important d'imaginer ces réalités même pour comprendre ce qui est en train de se passer. C'est un peu ça le truc. Et donc, dans les technologies de l'humilité, très rapidement, parce que je mettrais en fait comme point important, Luc a dit, en fait, on voit quand même que dans ce que j'appelle l'économie des promesses technoscientifiques, il y a un certain nombre de problèmes. Moi, j'ai appelé ça même des pathologies. Donc, Luc a dit, en fait, il y a le phénomène des bulles spéculatives, hype, hope, disappointment. Il y a enfin, j'ai repéré cinq points, ce qu'on discutait avec Eric tout à l'heure, les processus d'engrenage, promesses et technologies de malheur, et donc de prophéties de malheur. Et donc, du coup, on fait le lit effectivement de la critique. Mais également, moi, je dirais qu'il y a le mythe du solutionnisme. Donc, le mythe du solutionnisme, c'est ce qu'on appelle aussi technologie fixe. Donc, solutionnisme, c'est en bon français. C'est l'idée, effectivement, que la technique est la solution et que la technique peut permettre de court-circuiter la politique. Et ça pose un problème à la fois sur la portée, effectivement, de la critique, de la technique. Et moi, je dirais, de ce point de vue, pour reprendre une punchline, en fait, il faut passer de la culture de la promesse à la culture de l'impact. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement qu'il n'y a pas de solution miracle avec la technique. Il y a une contribution qui peut être essentielle, et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça vraiment qu'il faut comprendre. Nous, en tant que chercheurs, en tant que promoteurs de solutions, de façon à montrer véritablement en quoi une technique peut permettre de résoudre des problèmes et de contribuer à des solutions. Et pas juste dire, voilà, avec les OGM, je vais régler le problème de la faim dans le monde. Avec CRISPR-Cas9, je vais effectivement régler tous les problèmes. Même, on pourrait décortiquer la question de l'ARN messager. Je pense qu'on pourrait dire, effectivement, quel est l'impact de l'ARN messager? Il y a un impact, certes, mais ce n'est pas un impact qui est en dehors de la société, évidemment. Il y a toute, enfin voilà, donc la vaccination, mais les mesures barrières doivent exister parce que la protection du vaccin, elle est contournée par les mutations du virus, etc., etc. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Donc, du coup, dans les technologies de l'humanité, c'est vraiment ramener la technique à sa contribution effective et le faire de façon, y compris, il faut le faire de façon très analytique. Moi, je travaille beaucoup sur l'impact des sciences et des techniques. Et là, ça nécessite effectivement de décortiquer les choses. Et puis, la deuxième dimension de l'humilité, c'est on ne peut pas promettre, en fait, il n'y a pas de repas gratuit.
Il y a, hein, comme on dit, je ne sais pas comment vous dites, nous on dit free lunch. Hein. Et donc, du coup, il faut faire attention, il y a toujours des effets et il faut effectivement il faut être responsable par rapport à ces effets et ne pas faire comme si de toute façon la technique allait résoudre les problèmes engendrés par la technique. Ce n'est pas toujours le cas, il y a des trajectoires qui peuvent être… voilà. Et donc, du coup, l'humilité, c'est reconnaître effectivement qu'avec la technique, on a des limites. Et ça n'empêche pas la créativité, je veux dire, ça n'empêche pas la créativité. Simplement, c'est un autre rapport à la technique. Bon, justement, quand on parle de technique, ça me rappelle qu'ici, ça peut être utile de rappeler que Merton, le grand sociologue américain, dès 1939, avait fait un texte assez important qui s'appelait « Les conséquences inattendues de l'action sociale ». Donc, on peut dire qu'aussi, et ça va m'amener à une question pour Luc, il y a des conséquences inattendues des technologies. Et là, on vient de voir avec ce qu'on a mentionné des objets connectés, on peut voir que même si on est des innovateurs, qu'on définit une technologie ou un algorithme pour une fin donnée, il est impossible de toujours imaginer justement les impacts qui peuvent être totalement inattendus. Et dans certains de ces effets inattendus, il y a des effets positifs et il y a des effets pervers qui mènent finalement là où on ne voulait pas aller, mais qu'on ne pouvait pas prévoir à l'avance. Donc, je me disais, Luc, quand on est dans une entreprise, on a une fin, on dit, OK, je veux améliorer tel objet dans tel domaine du secteur industriel. Est-ce qu'on essaie aussi de réfléchir en disant, OK, si je fais ça, quelles sont les conséquences probables, bien sûr, hein, c'est des probabilités plausiblement plus ou moins fortes, sur tel autre secteur de la même industrie ou même d'une autre industrie. Est-ce que vous réfléchissez dans votre organisation avec vos collaborateurs à ce genre d'effets imprévus qu'on essaie de prévoir, mais qu'on ne pourra pas toujours prévoir? Alors, je vais répondre à la question en rebondissant sur ce que vient de dire Pierre Benoît, parce que c'est très, très intéressant de comprendre comment les technologies arrivent, comment elles sont perçues et comment, évidemment, on parlait de magie tout à l'heure, mais il y a aussi la partie qui fait peur. Hein, donc, il y a ces deux facettes-là. Mais la meilleure réponse de ça, afin de comprendre ces technologies, il faut s'éduquer. Et bon, l'éducation, elle se fait par ce que nous on fait, parce que la plupart des gens ici font en parlant à leurs étudiants. Donc, il faut déjà que le peuple s'éduque et pour pouvoir éventuellement remonter ça au législateur, et le législateur va pouvoir réguler pour pouvoir savoir comment utiliser ces technologies correctement. Mais pour parler spécifiquement de ce que vous venez de dire et de répondre à la question de savoir est-ce qu'on a une vision de comment ça pourrait être utilisé quand ce n'est pas bien utilisé, la réponse, c'est oui et non. C'est-à-dire qu'il y a une certaine excitation quand on crée une technologie, et cette excitation, elle se fait avec une vision qu'on a de l'utilisation de cette technologie dans le meilleur des mondes possibles, enfin, en fonction de notre éthique, on va dire. D'accord ? Donc, on a une certaine éthique, on se dit, je suis en train d'inventer ce machin-là, et ça va faire ça. Alors, pour ça, je donne souvent l'image du marteau. D'accord, parce que les intelligences artificielles, c'est pas autre chose que quelque chose qui sont dans des boîtes à outils, et donc j'aime bien dire, en fait, une intelligence artificielle, ça va être un marteau, d'accord. Et un marteau, quand on l'a inventé, quand on a fait ce marteau, on a fait le marteau pour le planter un clou correctement, et puis c'était beaucoup plus pratique que notre poing, d'accord. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Le marteau, c'est un outil très très puissant. Mais maintenant, le marteau, je peux très bien aussi l'utiliser pour aller taper sur la tête du voisin. Et ça, c'est pas bien, évidemment, parce que ça fait mal, d'accord. Mais le truc, c'est que on se dit, on n'y avait peut-être pas pensé qu'on pouvait utiliser comme ça, mais quelqu'un, à un moment donné, y pense et le fait. C'est là que l'éducation est importante, parce qu'à la fin, ce marteau, c'est nous qui tenons le manche. Et de toute façon, tous ces outils qu'on crée, toutes ces choses qu'on crée, d'accord, c'est nous qui tenons le manche. Donc, c'est nous qui avons les décisions. C'est nous qui avons les décisions à travers l'éducation. Donc, évidemment, il y a des gens non éduqués qui peuvent utiliser ces outils à mauvais escient. Mais c'est l'éducation qui va faire que par les éthiques personnelles, les éthiques d'entreprise, on va arriver à une régulation au niveau d'un pays, au niveau du monde, d'accord, qui vont faire qu'on va décider d'une manière commune comment utiliser ces outils et comment les utiliser correctement, sachant que c'est compliqué de dire ce que c'est correctement, d'accord. Mais c'est ça, c'est d'où l'importance de la régulation et de l'éducation collective pour arriver à ces régulations. Donc, pour répondre à la question, c'est en général, on ne le voit pas trop, mais rapidement, ces utilisations perverses
vont se faire jour, d'accord? Donc, on a vu ça avec, par exemple, l'atome, d'accord, hein. Marie Curie, quand elle a commencé à tripoter les atomes au début du XXe siècle, elle imaginait certainement pas la bombe, elle imaginait quelque chose qui était une nouvelle énergie qui allait pouvoir augmenter la capacité du monde. Donc, voilà, on n'y pense pas. Je pense que les chercheurs sont honnêtes dans leur démarche. Il y a certainement des savants fous, d'accord, mais en général, ils sont honnêtes dans leur démarche. Et c'est vrai que cette perversion, on ne la voit pas toujours, mais dès qu'on la voit, il faut surtout venir avec notre red flag, d'accord, et dire, les gars, attention, il est possible de l'utiliser comme ça. Il faut rester honnête tout au long de la vie de ces technologies en disant, j'ai inventé un truc, mais je n'avais pas vu ça. Et il faut pouvoir le dire. Je vous remercie. Oui, effectivement. Donc, dans la même lignée, Jean-Marie, toujours dans le fait que toi, tu travailles à l'université et tu formes des jeunes, on vient de parler un peu des objets connectés. On sait qu'avec le G5, on est dans de la communication puis de la connexion de plus en plus forte. Mais est-ce qu'on prend conscience que plus on connecte le frigidaire, le toaster, puis la caméra du petit bébé dans sa chambre, puis l'auto qu'on peut arrêter à distance, plus on rend le système aussi vulnérable et par des contrôles externes. Est-ce qu'on a une réflexion dans la formation parce que moi, je vais vous dire franchement, quand j'entends parler des objets connectés, dans les journaux, les journalistes sont particulièrement naïfs. Hey, c'est génial, les objets connectés. Mais rappelez-vous, il y a 15 ans, on pouvait même avoir un piton pour que pendant l'hiver, vous démarriez votre auto à distance. C'était bien intéressant, mais quand l'auto part à distance, il n'y a personne dedans. Elle rentrait dans le garage parce qu'il y avait eu un défaut. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion là aussi sur les effets pervers de vulnérabilisation pour connecter un paquet de banalités pour savoir s'il reste du lait dans le frigidaire à distance, là? Parce que je trouve que dans les objets connectés, on délire aussi, là. Yves, tu es sûr que c'est pour Marie-Jean que tu veux cette question ou Oui, je peux la déléguer à Catherine? Parce que non, c'est pour Marie-Jean en rapport avec les relations avec les étudiants, parce que les étudiants en IA, ils vont faire quoi? Hein, ils vont travailler sur des algorithmes, j'imagine, ils vont créer des choses. Et la mode actuellement, c'est les objets connectés. Donc, il faut écrire des logiciels pour que le frigidaire nous dise oui, le frigidaire est vide. Donc, avant de rentrer à la maison, M. Gingras, allez faire les emplettes. Mais si tu n'as rien à dire là-dessus, je peux le demander à. Je peux la prendre au bon, puis Marie-Jean, tu pourras ajouter, mais. Ouais, je te remercie parce que j'avais très envie d'ajouter des choses à l'intervention de Luc Julia. Donc, tu peux aussi. Vas-y, Catherine. Vas-y, tu peux aussi, parce que le but, c'est de vous faire discuter. Là. Moi, je suis là pour vous stimuler. Oui, ben, moi, j'allais dire, dans le fond, que l'Internet des objets ne se limitait pas à l'usine. Puis, comme tu le dis, on nous propose des réfrigérateurs qui nous indiquent les dates de péremption des aliments. Puis, moi, je veux qu'ils commandent le lait puis qu'ils le fassent livrer, pas que j'aille le passer. C'est juste une autre chose à faire que je vais devoir faire, aller chercher du lait. Moi, je veux que ça se fasse automatiquement puis que le lait soit commandé, livré, puis la petite bouteille m'attende à la porte quand je vais arriver à la maison. J'ai juste à la ramasser puis aller la mettre dans le frigo. Puis, il y a même des trucs qui nous promettent, dans le fond, des recettes à faire avec tout ce qui reste dans le frigo. J'appellerais ça le potage tout ce qui est numérique. Ça aussi, c'est une promesse intelligente qui faciliterait ma vie comme mère de 4 enfants. Donc, c'est pas tout négatif, ces choses-là. Bon, l'embêtant, c'est que quand ta cuisine intelligente est dictée par un algorithme, elle expérimenter puis créer d'autres recettes qui ne sont pas déjà listées en quelque part, que quelqu'un a programmé, parce que derrière l'intelligence artificielle, c'est forcément quelqu'un qui a programmé, là. À moins qu'on laisse l'algorithme partir puis mélanger des ingrédients qui n'iraient pas très bien ensemble, là. Mais bon. Une chose qu'on fait dans les écoles de génie, c'est qu'évidemment, on leur donne des cours d'éthique, on leur donne des cours qui prennent en considération, bon, là, on en a un, hein, sciences, technologies, société, il y en a un, donc il n'y a pas énormément de cours pour les ingénieurs à cet égard-là, mais je pense qu'il y a toujours eu une conscience sociale derrière les travaux des ingénieurs, ne serait-ce que le serment qu'on doit prêter pour avoir le petit jonc ici qu'on a autour du petit doigt. Donc, il y a cette conscience sociale-là. Mais je voulais revenir, dans le fond, à comment les gens imaginent la suite. Quand j'ai commencé à travailler sur les nanotechnologies,
on a remarqué qu'il y a certains laboratoires de recherche aux États-Unis faisaient venir des écrivains de science-fiction dans leur laboratoire, justement pour les aider à réfléchir à tout ce qui peut aller mal dans nos recherches pour essayer de ne pas aller dans ces directions-là. Donc, il allait chercher des écrivains qui, je pense que Michael Crichton a été invité à la suite de son livre sur les nanos, ou c'est avant, puis ça a mené à son livre. L'histoire ne le raconte pas. Mais il y a cette conscience sociale-là qui fait partie, dans le fond, de la formation des ingénieurs. Fait que Marie-Jean, je te laisse rebondir là-dessus. Mais, juste avant que Marie-Jean prenne la parole, je vais me permettre un petit commentaire très bref là-dessus pour justement me rappeler que les historiennes des sciences féministes ont démontré, entre autres, ils ont fait beaucoup d'analyses, que dans les années 50, justement, lorsque la nouvelle technologie dans les maisons, on dit, regardez, vous allez avoir une laveuse, une sécheuse, ça va vous donner du temps libre, la technologie dans les maisons, dans les cuisines va vous libérer. Bien, finalement, ça lui a donné juste plus de travail aux femmes. Oui. Non, tu es devenue une opératrice de machine qui fait la job à ta place. Oui, qui ne le fait pas au complet. Donc, je pense que... Non, c'est ça. Non. Même si tu rêves que les robots puis la technologie fassent le souper à ta place, j'ai une mauvaise nouvelle, ça n'arrivera pas. Donc, je passe la parole à Marie-Jean Meur, qui peut répondre à Luc de tantôt. Hein. Le but, c'est de lancer les choses. Mais ça va bien dans la suite de ce que disait Catherine, parce que mon premier point qui m'a un petit peu interpellée, c'est quand Luc nous a dit que la première chose à faire, c'était d'éduquer le peuple. J'avais noté des choses là-dessus aussi, en fait, sur l'éducation, la culture, et non pas seulement la culture scientifique, mais surtout la culture, je dirais, en sciences, technologie, société, de la culture épistémologique, la culture historique sur d'où l'on vient. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est pas le peuple, à mon avis. Oui, bien sûr, il est très souhaitable et très vertueux que tout un chacun améliore sa connaissance de notre domaine, enfin de ces domaines scientifiques, puisqu'on parlait de l'IA en particulier. Mais à mon avis, ce n'est pas le plus critique. Le plus critique, c'est les gens qui le font, c'est-à-dire les scientifiques durs, entre guillemets, comme on dit, les gens comme moi, comme Luc, qui prétendent fabriquer des choses nouvelles, qui prétendent pour certains, résoudre, comme disait Pierre-Benoît tout à l'heure, les problèmes de l'humanité, sauver le monde et j'en passais des meilleurs. Où est la culture historique de ces personnes? Où est leur culture épistémologique? Comment pourrait-on penser une seconde à ce que Pierre-Benoît appelait la technologie de l'humilité dans un milieu où on a zéro connaissance du passé? C'est comme si on effaçait le passé parce que on est à cœur ouvert dans le futur, on se précipite dans un futur complètement théorique et vendeur et de marketing, et on n'a aucune connaissance du passé. Comment peut-on imaginer régler tous les problèmes alors qu'on ne fait qu'utiliser des technologies qui sont très imparfaites, qui, comme disait, je ne sais plus si c'est Pierre-Benoît ou si c'est Yves ou Luc tout à l'heure, mais peuvent aider à régler certains problèmes, en effet, parce que non, Catherine, son souper ne va peut-être pas être fait automatiquement par la recette qui sera donnée à son frigo, mais il peut y avoir des effets positifs et ça peut l'aider à régler, par exemple, la façon dont elle fait son épicerie. Mais la première chose, à mon avis, c'est d'améliorer la culture scientifique, épistémologique et historique de nos étudiants et de nos étudiantes et de ceux qui vont devenir des chercheurs industriels ou des professeurs d'université. Parce que pour moi, elle est très, 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 très défaillante. Ça, c'est la première chose. Et ça va forcément amener de l'humilité, ça va forcément amener un regard critique chez ces gens-là, qui donc seront peut-être un peu moins prônes à vouloir rayonner en disant « regardez ce qu'on va faire ». La deuxième question que j'aurais aimé poser peut-être un peu à tout le monde, et qui moi, me contrarie beaucoup parce que c'est exactement dans mon domaine de travail, c'est que quand on parle aujourd'hui d'IA, on parle essentiellement d'apprentissage automatique. Moi, je mets là-dedans toute forme d'apprentissage, que ce soit l'apprentissage automatique classique, l'apprentissage profond, blablabla, tout ça. Et finalement, ce sont des modèles qui se basent éminemment sur l'existant. Apprendre, c'est pas si je suis dans le vide et qu'il y a zéro information au sens de la théorie de l'information dans l'univers, je ne peux pas apprendre puisqu'il n'y a pas de données. Donc là, on a des modèles qui apprennent des choses, ces choses existent. Et donc, pour moi, on est dans un schéma d'avancée scientifique incrémentale.
on se base sur un modèle de société qui génère des faits, des observations, des données. Ce modèle étant celui qu'on a sous les yeux. Puis, à partir de ce modèle de société, hop, on va faire un petit pas vers une nouveauté, vers une amélioration, si tant est que ça en soit une. Et comment on fait politiquement pour justifier le progrès, ou du moins l'innovation, là aussi, question pour Catherine, peut-on être innovant uniquement à partir d'un modèle de société, enfin d'un modèle scientifique qui se base sur l'incrémental? Là, c'est Ben Green, les travaux de Ben Green qui explorent beaucoup ça, sur notamment les modèles qui ont permis d'évaluer, soi-disant, la dangerosité des détenus. Est-ce qu'on va les libérer à l'avance ou pas, etc. Bon, il y a plein de travaux là-dessus. Mais donc, je vais m'arrêter parce que ça devient long, mais comment on fait avec ces modèles qui sont hautement incrémentaux? Voilà. Je me permettre un commentaire dans cette lignée-là parce que j'ai analysé un peu cet aspect-là dans le cas de l'IA au Québec. Et c'est l'idée, là, je pense que c'est un devoir, à mon avis, des informaticiens aussi et des gens dans le domaine, là, d'intervenir publiquement sur ces questions-là. Moi, je pense qu'il est arrivé justement avec l'explosion, qui est une technologie qui est intéressante, là, de l'apprentissage automatique, mais c'est un tournevis dans un coffre d'outils. Le coffre d'outils diversifié qu'on peut appeler IA, et il y a eu un OPA où dans l'espace public depuis quelques années, on peut observer qu'on a réussi à faire transférer le mot IA qui était diversifié. Il y avait plusieurs techniques pour des algorithmes. Et maintenant, les gens qui entendent IA, par des interventions comme celle de Bengio au Québec, de celle de Hinton à Toronto, ont fait que les gens ont substitué un sous-ensemble de l'intelligence augmentée, pour faire plaisir à Luc, à intelligence augmentée, IA égale apprentissage automatique. Donc, moi qui n'ai même pas d'informatique, je n'arrête pas de dire aux journalistes, attention, vous êtes en train de faire rouler dans la farine, vous achetez un sous-ensemble IA qu'on trouve chez Mila à Montréal pour la diversité de toutes sortes de technologies d'optimisation qui existaient de 20 ans avant dans les écoles de commerce, qui ont été utilisées d'ailleurs pour optimiser les réseaux de transport, à une époque où les gens n'utilisaient pas le mot IA, mais ils disaient, ben non, j'ai optimisé des systèmes de réseau avec des techniques, ça marchait très bien, ça donnait des compagnies qui aujourd'hui vendent pour des millions de dollars, soit à la SNCF ou à d'autres, et ce n'est pas de l'apprentissage automatique qu'ils ont fait. Donc, il faut aussi que les acteurs eux-mêmes disent, écoutez, l'IA, c'est beaucoup plus large. Benjo, c'est génial, c'est un outil, mais ce n'est pas le coffre-fort, ce n'est pas le coffre à outils. Donc, je pense qu'il y a non seulement une obligation des acteurs d'apprendre la sociologie, de comprendre le contexte social historique, mais de ne pas se faire laisser avoir un OPA, que tous les journalistes ont tombé dans le panneau, les politiciens aussi. C'est pour ça qu'ils ont tout mis les millions, non pas en IA, mais à MILA, qui dit bien Learning Algorithms, qui est un sous-ensemble de tout. Donc, il y a un travail à faire du point de vue des acteurs, d'intervenir publiquement et d'avoir le courage. Parce que le paradoxe, c'est que c'est des sociologues comme moi qui doivent intervenir dans les journaux pour dire aux informaticiens puis aux élus qui sont en train de se faire rouler dans la farine par des vendeurs de tournevis au lieu d'acheter des coffres-forts diversifiés. Et la technologie et la science est d'habitude diversifiée et on ne sait jamais d'où vient la prochaine innovation. Donc, je me suis permis, parce que je pense comme président, j'ai le droit aussi à quelques minutes de parole. Mais peut-être que je demanderais à Pierre Benoît s'il veut rebondir, comme on dit en France, sur ces interventions-là. Le son. C'est mieux avec le son, hein, c'est ça? Oui, c'est mieux avec le son. Ok, surtout que l'image n'est pas très claire. Je ferai juste le parallèle entre ce que tu dis et CRISPR-Cas9. C'est le même phénomène. CRISPR-Cas9 fait un effet de halo maintenant sur l'ensemble des technologies génétiques. Et c'est le même phénomène. Et pour moi, c'est très lié à ce qu'on raconte sur les promesses. Interview dans un labo de biotech, le collègue me dit, bon, dans les années 70, je faisais du génie enzymatique. Dans les années 80, je faisais de l'ingénierie enzymatique. Dans les années 90, je faisais de l'ingénierie métabolique. Et à partir des années 2000, il faut que je fasse de la biologie de synthèse, de la biologie synthétique. Pourquoi? Parce que, effectivement, si je disais que je fais toujours du génie enzymatique, j'aurais plus de financement.
Donc, c'est un peu caricatural, mais il y a un peu de ça. Et donc, il faut voir les phénomènes qui produisent effectivement ces effets de concentration. Deuxième élément, je voulais réagir sur l'image du marteau de Luc. Moi, je suis d'accord sur le marteau. Le problème, c'est que le marteau, il est toujours pris, et c'est ça la différence dans des effets de système. Moi, je travaille beaucoup sur la question des pesticides. Aujourd'hui, en France, on veut sortir des pesticides, on veut réduire l'usage des pesticides. En fait, on ne peut pas. On ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des phénomènes qui sont des rendements croissants d'adoption, des économies, des externalités de réseau, etc. Et donc, on ne peut pas passer d'un système. Donc, il y a des irréversibilités. Et ces irréversibilités, en fait, c'est une des questions qui se pose, et c'est la question de Colin Rich dans le contrôle des technologies. Donc, ce n'est pas une nouvelle question, mais c'est quelle connaissance on doit avoir avant de produire des effets d'irréversibilité qui permettent effectivement d'éviter les effets pervers dont parlait Yves, parce que des effets pervers, ok, c'est pas gênant en soi. Le problème, c'est quand on a des effets pervers et qu'on ne peut pas changer de système. Et donc, voilà, donc du coup, je pense que ça nécessite, et on n'a pas de réponse parfaite, parce que évidemment, on n'a pas la connaissance, il y a de l'incertitude. Yves parlait de Merton et de la sérendipité, c'est-à-dire qu'on travaille avec un objectif, et ce qu'on trouve, c'est différent, et ça peut être une bonne ou une mauvaise surprise. Et donc ça, la recherche, elle est faite de cela. Donc du coup, ça pose la question, et je rebondis, voilà, tu vois, pour le coup, Yves, sur cette question de diversité. La diversité, elle est essentielle. La diversité à la fois technologique, la diversité épistémologique et la diversité institutionnelle aussi. Et donc, on a vraiment un problème de méta-régulation avec cette question de gestion d'attention à la diversité. Parce que, effectivement, on sait très bien qu'on peut avoir à court terme une très forte efficacité en concentrant les ressources sur une voie qui est la plus prometteuse. Et puis ensuite, on se rend compte qu'on est bloqué sur quelque chose qui a beaucoup d'inconvénients. C'est vraiment le phénomène des lock-in qui est bien compris par les économistes du changement technologique. Donc, du coup, ça, c'est vraiment une question centrale. Et la question qu'il y ait, c'est celle de la régulation de la technologie, du rôle de l'État, quoi. Justement, il y a une vingtaine d'années, on parlait de biodiversité. J'avais dit qu'il faut aussi qu'on parle de technodiversité, parce que c'est plus la technologie est diversifiée, moins il y a des chances que le système soit instable. Je donne l'exemple des vaches Holstein. S'il y a une seule sorte de vache puis une épidémie, c'est terminé. On ne mange plus de bœuf pendant un bon bout de temps. Tandis que 5-6 sortes de vaches, les Holstein vont peut-être disparaître, mais il va nous rester de bœuf Wagyu ou un autre quelconque. Donc, la technodiversité, donc, je le reprendrai pour Luc, c'est que dans le domaine de l'IA, j'ai comme l'impression que la majorité a laissé dominer ceux qui ont fait l'OPA sur IA en ne promouvant que l'apprentissage automatique comme étant la panacée générale. Donc, je dirais, comme je vois votre sourire, là, vous avez sûrement quelque chose à dire là-dessus. Oui, j'ai quelque chose à dire, parce que c'est évident. Moi, alors là, je vais rebondir 2 fois sur ce qu'a dit Marie-Jean et Pierre Benoît, parce que c'est vachement intéressant. Cette diversité est importante et elle n'est pas souvent vue parce qu'on va souvent vers le plus facile. D'accord. Le problème, c'est la facilité. Et aujourd'hui, alors sans insulter qui que ce soit, c'est facile de faire l'apprentissage parce que les données sont à disposition. Et donc, du coup, comme les données sont faciles à trouver, on va pouvoir faire ces algorithmes qui sont plus ou moins répandus, on va pouvoir les utiliser pour faire ça. Et donc, du coup, on peut avoir des résultats très impressionnants en faisant des choses qui sont donc assez faciles à faire. Mais évidemment, la diversité est importante et montrer qu'on peut faire les choses autrement, parce que cette facilité, elle est en général pervers dans le sens où, par exemple, aujourd'hui, le fait d'utiliser beaucoup de données, beaucoup d'algorithmes et beaucoup d'énergie pour faire ces choses-là, on peut-être se dire, tiens, si j'avais utilisé un moteur de règles de 1970, j'aurais pu faire quelque chose de tout à fait similaire sans avoir à mobiliser ces énergies
que j'ai mobilisé en utilisant cette IA d'apprentissage qui est quand même énergivore. Donc, on ne se pose plus la question à cause de cette facilité, et ça, c'est embêtant. Donc, ça, c'est 2 points pour votre question à vous. Juste pour rebondir sur ce que disait Marie-Jean, et d'ailleurs aussi Pierre-Benoît, parce que c'est relié, cette éducation dont on parlait, qui est l'éducation des scientifiques eux-mêmes, pour comprendre dans quel monde ils sont, et puis pour comprendre l'histoire, et pour comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font, c'est évidemment super important, et on l'oublie des fois. Mais en même temps, il y a un truc vachement qui est très intéressant à se poser comme question, c'est est-ce que si je m'inscris dans l'histoire, est-ce que je ne vais pas juste la répéter? Et donc, est-ce que l'innovation, finalement, est-ce que c'est pas casser les règles? Donc, casser l'histoire, en quelque sorte. Et donc, on revient sur l'apprentissage et puis les règles et tout ça. Donc, sachant qu'on travaille sur les données qui sont des données historiques, par définition, parce que c'est ce qui a été créé jusqu'à maintenant. C'est peut-être pas ça qu'il faut faire pour innover. Pour innover, il faut regarder les choses avec un autre prisme. Alors, pour ça, il faut avoir une certaine culture. Il faut avoir une culture de quelque chose d'autre que ce qu'on est en train de faire. Mais l'innovation, c'est casser les règles, regarder les choses avec un autre regard. Et c'est ça qui est, je crois, intéressant et qui est excitant pour les gens qui inventent des choses. OK, je suggère, parce que je pense que le temps passe, je suggère peut-être un dernier tour pour ceux qui voudraient ajouter par rapport à notre conversation. J'ai cru comprendre qu'il faut que je garde une dizaine de minutes pour les auditeurs qui pourraient vouloir poser des questions. À ce moment-là, je leur demanderais de poser la question, parce que moi, j'avoue que lire dans le conversé, là, c'est écrit trop petit, puis je ne peux pas lire ce qui est écrit là. Donc, il va falloir que les gens parlent au micro, parce que je ne vois pas ce qui est écrit sur ces affaires-là. Donc, mais peut-être si, Catherine, on fait un dernier tour bref pour faire un petit résumé de ce que vous pensez vouloir retenir. Catherine? Ben, comme j'ai été interpellée plusieurs fois sur l'innovation et que c'est un peu ma spécialité, Marie-Jean nous a parlé d'innovation incrémentale, alors que Luc nous a parlé peut-être davantage d'innovation radicale. Les deux existent, les deux sont de l'innovation. Bon, est-ce qu'une intelligence numérique serait capable d'innovation? À mon avis, non. Certainement pas par de l'apprentissage automatique, parce qu'on vise à recréer ou à apprendre de ce qui existe déjà. Sauf si on changeait les paramètres, parce que, vous avez 3 types, dans le fond, ou 3 façons de faire de l'innovation. La majeure partie des innovations viennent d'une recombinaison de connaissances qu'on a déjà. Ça doit être 70 à 80 des innovations viennent de choses qu'on connaît déjà. Sauf que si on cadre de façon très, très serrée la façon dont la machine en apprentissage automatique ou profond peut innover, on reste dans le fond dans ce carcan-là. Donc, Luc a parlé de culture. Moi, je vous parlerai de collaboration interdisciplinaire, intersectorielle, qui est vraiment nécessaire. Il faut confronter les idées, puis ce n'est pas nécessairement de mettre uniquement des technologues ou des ingénieurs ou des scientifiques ensemble. Une des choses qui a fait, par exemple, qu'IBM Bromont était une des seules places hors Asie du Sud-Est qui était encore capable de produire des semi-conducteurs, c'est qu'ils avaient une culture d'innovation complète dans la boîte qui faisait en sorte que même le concierge qui passait dans le corridor et qui voyait quelque chose de bizarre pouvait écrire un petit truc, puis la mettre dans la boîte à idées. Et puis, tout le monde innovait, tout le monde contribuait à faire en sorte que la productivité était maintenue. Dans les autres types d'innovation incrémentale, ce qui mène dans le fond à des percées, c'est peut-être 10 puis il y a les autres trucs où mes collègues français parlent de serendipity, mais moi je parlerais plutôt de hasard. On trouve quelque chose par hasard et puis ça devient une innovation. Mais ça, c'est peut-être 15-20 des innovations par rapport au grand lot d'innovations qui viennent, dans le fond, de recombinaison. Là, la question est de savoir, est-ce que c'est de l'innovation incrémentale ou de l'innovation radicale? Ça dépend de ce qu'on trouve, ça dépend de ce qu'on recombine ensemble. Et puis, c'est probablement pas soit l'un, soit l'autre. Il y a probablement plusieurs nuances de gris entre tantôt. Mais il ne faut pas oublier qu'avant qu'une innovation radicale soit taxé d'innovation radicale, ça a été une idée folle avant. Puis tout le monde te dit, voyons, ça ne marchera jamais. Donc, je m'arrête là-dessus, là, mais parce qu'on est dans la promesse et dans le futur. Et purement
sémantique, des débats de sémantique. Marie-Jean, en terminant là-dessus, un petit mot de synthèse. Oui, ça tombe bien parce que j'avais envie de dire quelque chose de provocateur avec tout ce qui a été dit avant, justement dans la lignée de ce que vient de dire Catherine pour finir. Oui, ça a été une idée folle au début et ça m'a fait penser aux travaux d'Elon Musk qui quand même maintenant est premier partenaire de la NASA et qui est le seul à être capable d'envoyer des gens avec des capsules réutilisables avec des coûts très inférieurs à ce que les autres ont fait. Boeing est dans les choux complètement. Enfin, tous les autres partenaires qui avaient dit oui, oui, nous, on va le faire, il n'y a que lui qui est capable de le faire. Avec une approche finalement très humble de ce que c'est qu'envoyer des gens dans l'espace, bah oui, nous, on va être capable de fabriquer des trucs qui seront réutilisables. Et non seulement il l'a fait, mais ça fonctionne. Donc, je suis très pour les idées folles. Ça, c'était vraiment pas incrémental, quoi. Ouais, ben, je me permets justement parce que moi, mon but, c'est de faire de la sociologie des sciences, c'est de prendre une distance critique face au discours. Moi, la question que je poserais quand je vois la rhétorique de Elon Musk qu'on présente comme le nouveau Von Braun, ce sera plutôt de dire les milliers d'ingénieurs qui travaillent pour lui viennent d'où? Comment la NASA a signé des contrats avec lui a assuré des coûts pour qu'il prenne ces risques-là? Parce que les milliers, c'est pas Musk qui a dessiné les moteurs, c'est pas Musk qui a dessiné toutes les affaires. Donc, le problème actuellement, c'est qu'on rempire la mécompréhension de la science et de la technologie lorsqu'à la télé, on ne nous parle que d'Elon Musk. Et moi, j'ai écouté la fusée, regardez-les. S'il n'y a pas 10 000 ingénieurs et techniciens derrière ça, qui ont été formés il y a 10 ans par d'autres places, probablement à la NASA, qui ont été maintenant changés de lieu. Donc, il faut analyser les mouvements d'employés des lieux qui étaient uniquement gouvernementaux comme la NASA, entre d'un côté Virgin aussi qui fait des fusées et Musk, parce que c'est le même Elon Musk qui nous dit que les robots vont nous dominer et qu'il faut faire attention, donc il délire complètement. Fait qu'il faut peut-être cesser de concentrer sur le génie individuel alors qu'à sa face même, tout ça n'est pensable que parce que derrière, il y a eu plein de négociations avec la NASA, etc. Donc, ce n'est pas une critique là, de ce que tu viens de dire, mais c'est de dire, pensons collectif derrière les apparences du génie Elon Musk avec l'auto électrique. Voyons, non, ce n'est pas lui qui a inventé les batteries, c'est pas lui qui Il faut arrêter de nous présenter Musk comme un génie de l'innovation. Mais bon, c'est un petit éditorial. Mais je peux-tu faire une suite à ton éditorial? Brièvement. Bon, brièvement, l'historique de ça, là, dans les années 90, la NASA, tout le financement de l'espace était en train de disparaître parce qu'on était on ne voulait plus financer, on n'était plus capable de financer. Moi, j'ai été à l'Université internationale de l'espace en 1994 et on travaillait sur la commercialisation de l'espace parce qu'on voyait ça comme la seule voie de sortie pour pouvoir continuer d'aller dans l'espace parce que les financements disparaissaient. Et c'est Peter Diamandis qui a lancé The X-Prize, qui était le premier X-Prize, c'était justement pour la commercialisation de l'espace. Tu avais Virgin qui a compétitionné, tout ce monde-là compétitionnait pour être les premiers à avoir gagné le prix. Je pense que c'est The Ansari X-Prize qui a gagné, mais enfin, bon, peu importe pour l'histoire, mais ça fait longtemps qu'on parle de ça, mais après ça, ça prend des gens qui, il y a juste le terme endorse en anglais qui me vient en tête, mais qui font en sorte que les choses arrivent, puis on réussit à faire le montage financier. Donc oui, il faut faire rêver les gens, parce qu'autrement, on n'a pas de financement pour ces idées folles-là. On ne peut pas être tout seul avec une idée folle. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec de l'argent qui vienne derrière, qui dit oui, c'est une bonne idée, puis on y va. Cette fusée-là, en plus, vous savez, j'aime beaucoup la réflexion sur les termes. Quand on continue de dire à la télé constamment qu'on fait de l'exploration spatiale, on n'explore pas l'espace, on tourne autour de la Terre à 350 km. Il n'y a aucune exploration qui se fait là. Bien, l'exploration, ça fait longtemps qu'on en a. Là. Je pense que Explorer 1 vient de quitter le système solaire. C'est la NASA qui fait ça. Musk va envoyer dans l'espace des petits millionnaires qui vont faire 3 tours et qui vont réatterrir. Il n'y a pas d'exploration spatiale là-dedans. Anyway, donc Pierre Benoît, c'est un petit mot de conclusion, de synthèse. Oui, en fait, c'est difficile de conclure à ce stade parce que je pense que la discussion, elle est vraiment intéressante. Donc, c'est plutôt un point-virgule qu'un point final. Mais enfin, moi, je dirais, l'économie politique de tout ça, elle est vraiment importante. Et il faut vraiment prendre un recul et essayer de voir où sont les pouvoirs, les rapports entre les différents pouvoirs
et le monde qu'on est en train de créer. Parce que, effectivement, derrière Musk, je pense que le sujet, ce n'est pas Mars, le sujet, c'est les satellites, le sujet, c'est la privatisation de l'espace, la privatisation des données, etc. Avec des phénomènes, effectivement, enfin, il y a quand même, on a plusieurs problèmes à régler sur cette planète. Il y a le changement climatique, il y a la montée des inégalités, bon, enfin, voilà, il y a des problèmes comme ça. Et avec les technologies telles qu'elles se développent, on a vraiment un système très fort de winner takes all, et donc, du coup, qui est générateur, qui amplifie les inégalités. Enfin, et donc, du coup, là, enfin, je pense qu'il faut vraiment réfléchir deux fois. Donc, le rôle régulateur de l'espace. Moi, je suis assez d'accord avec Yves, c'est-à-dire qu'il y a, il y a une façon de célébrer les héros technologiques avec la pensée disruptive. Enfin, moi, ça m'agace, vraiment, parce que c'est oublier tout l'investissement collectif, toutes les infrastructures, etc. Et ça, voilà, de tout ce qui conditionne effectivement le système éducatif, etc., tout ce qui conditionne effectivement tout cela. Et donc, la pensée disruptive, je pense qu'il faudrait faire un colloque là-dessus, en fait, et vraiment en discuter sérieusement, parce que moi, ça me pose vraiment question. Donc le rôle des États est vraiment très important. Et derrière le rôle des États, on n'est plus dans un système technocratique où il y a ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas. Et donc, il y a la question derrière des modalités de l'évaluation technologique très répandues. Et moi, je trouve que les quelques expériences qu'on a de conférences de citoyens ont démontré effectivement qu'on peut avoir des choses qui sont vraiment très intéressantes du point de vue de la démocratisation de la technologie. Et je pense que la démocratisation de la technologie, pas tous avoir un frigo qui fait papa, maman, mais discuter des futurs qu'on souhaite collectivement, c'est un enjeu qui est essentiel. Je te remercie. Et Luc, peut-être un dernier mot aussi, si tu as quoi rajouter. Bon, ben, je pense que là, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que c'est un bon point final pour moi. Oh, c'est parfait. Donc, je vais innover aussi parce que dans la présentation du début, on a perdu 10 minutes à faire nos biographies de génie universel. Donc, on a perdu 10 minutes avec ça. Donc, ce que je suggère, une autre innovation, c'est que ceux qui ont des questions à poser ouvrent leur micro. Le premier qui ouvre le micro peut se mettre à poser une question ou faire un commentaire. Ce n'est pas obligé de poser des questions comme si on avait la réponse à tout. Donc, s'il y a un des individus que je ne vois pas qui veut dire un mot ou qui écrit dans le chat en caractère 4,5 que je ne vois pas, donc je vais compter jusqu'à 10. S'il n'y en a pas, ben, on va passer à autre chose. Ou si un d'entre vous est capable de lire ce qu'il y a dans le chat pour nous le dire. Je peux peut-être prendre la parole juste pour reléguer un peu ce qui a été dit dans le chat, si jamais quelqu'un d'autre ne peut pas le voir non plus, ce qui n'est pas un problème en soi. Donc, il y a Mme Claire Sabourin qui dit, puis en même temps, ça donnera le temps aux gens de préparer leurs questions. Donc, on nous dit, mais pourquoi, à propos du financement qui baissait pour la NASA et tout, mais pourquoi le financement baissait-il dans le contexte des années 90? Il faut voir le contexte économique plus large, déplacement de la recherche, à quelle fin, pour qui? Peut-on avoir une réflexion sur ce point? Mme Catherine Baudry répondait là, rapidement. Donc, en 1992, au Canada, on était en pleine récession. Les ingénieurs, par exemple, n'arrivaient pas à se trouver d'emploi. Donc, pour recadrer un peu le débat. Et juste un peu après, il y a Caroline Saint-Louis qui nous partageait un lien là, sur un partenariat de Elon Musk et de la NASA pour l'exploration spatiale sur une lune Europa. Donc, le lien est dans le chat. Alors, peut-être. Il y avait autre chose? Alors, des remerciements à M. Joly pour d'avoir donné le contexte plus large, puis des remerciements à tout le monde pour la rencontre intéressante. Alors, je pense que... Bon, ben, ça fait peut-être une bonne conclusion. Mon cher Jean-Benoît Cormier, est-ce que tu veux conclure ça au nom du CIRS ou quoi? Bien sûr, je peux faire un petit mot rapidement. En fait, déjà, avant de quitter, on a toujours à la fin de chaque journée là, une rencontre, une salle qui est ouverte là, pour des discussions plus informelles, là, qui déjà peut-être sortir du cadre de la table ronde peut donner lieu à des échanges entre les participants, eux, qui n'ont pas à être dirigés vers les intervenants nécessairement. Donc, on ouvrira la salle un peu après ça. Hélène va mettre le lien dans le chat en question. Donc, juste très rapidement, les petites choses habituelles, je veux juste en profiter pour remercier tout le monde de leur présence.
vous remercier tous et toutes de participants à ce panel pour votre participation et la discussion qui vient d'avoir lieu. Pour cette activité qui met fin à ces 3 journées de colloques qui ont été stimulantes et qui, évidemment, sont tout à fait au centre des activités qui sont celles d'un centre de recherche comme le CIRST. Donc, au nom du comité organisateur et du centre de recherche de façon plus générale, incluant son équipe de gestion et sa direction via M. Mathieu Marion. Donc, un immense merci d'avoir été parmi nous. Un dernier merci aussi à tous les partenaires qui ont rendu possible l'événement, que je me permets de prendre 30 secondes. Je ne crois pas que ce soit du temps perdu, mais je tiens à cette politesse pour les remercier. Donc, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal, la Faculté des sciences humaines de l'UQAM, la Chaire de recherche du Canada en épistémologie pratique, la Chaire de recherche du Canada sur les transformations de la communication savante, la Chaire de recherche du Canada en philosophie des sciences de la vie, Humania, études et recherches humanistes et multidisciplinaires sur l'intelligence artificielle, l'équipe de recherche Nouvelles Frontières en recherche relais, les presses de l'Université de Montréal aussi, on l'a dit en début de colloque, sont partenaires de l'événement pour un ouvrage qui est en processus de publication. Et dernier remerciement d'usage. Donc, l'événement, évidemment, n'aurait pas été possible sans la grande générosité des invités qui ont accepté de participer aux différentes séances et de partager leurs projets et leurs recherches avec nous. Et donc, il aurait été impossible de faire tout ça aussi sans les membres du comité organisateur du colloque et de tous ceux et celles qui ont mis la main à l'affaire. Alors, sur ça, un dernier merci. J'invite celles et ceux qui le désirent à suivre le lien qui est dans le chat ou accessible aussi via la plateforme 4Ways de l'événement pour une discussion plus informelle et légère qui pourra conclure ces 3 journées. Alors, merci à tous et à toutes. Merci à tous. Yves. Merci On beaucoup. change de lien, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a un lien dans le chat en bas pour aller pour être informel. Là, on est formel, donc il faut faire attention. C'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est ce que moi j'ai dit. C'est parfait. Je parle à mon nom, ça suffit.